C'est une immense joie de voir une salle pleine pour un débat important pour la compréhension de notre monde. On est extrêmement heureux d'ouvrir cette 4e édition de Livres d'ailleurs avec cette conférence dédiée à la Palestine et à Israël et d'accueillir avec nous 2 historiens de grand renom et d'une éthique irréprochable, Elias Sambar et Ilan Pappé, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous. Grâce à la technique, nous avons la possibilité d'entendre. Merci à Jean-Paul Chagnolo, ancien doyen de la fac de droit de Nancy, de nous permettre d'animer cette rencontre et de faire passer ces idées pour la paix. Merci à Barbara Schmidt et à Mathieu Smith qui sont aux commandes pour la traduction. Je vous souhaite un excellent débat et donc la parole est à vous, cher Jean-Paul. Bien, je vous remercie. Je vous remercie très sincèrement et je remercie aussi les organisateurs, les doigts natifs. J'ai tout à l'heure écouté avec beaucoup d'émotion la façon dont on a présenté et ouvert ce festival du Livre d'ailleurs. C'est une formule très belle, le Livre d'ailleurs. Et j'ai senti à quel point vous aviez une ambition fondée sur des valeurs que nous partageons pleinement. Et c'est très émouvant de venir ici et de se retrouver dans cet espace qui est un espace de libre parole. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Et je crois qu'un espace de libre parole, aujourd'hui plus que jamais, c'est tout à fait essentiel. Car j'ai l'impression que ces espaces sont de plus en plus rabotés, grignotés, contestés. Et que quelque part, en organiser ces espaces de liberté, c'est presque une forme de résistance par rapport au monde tel qu'il évolue aujourd'hui. Et je trouve que cette rencontre, sans vouloir exagérer les mots, elle est assez exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que, et c'est sans doute pour ça que vous êtes si nombreux, elle est exceptionnelle parce qu'elle met en scène, si je puis dire, 2 personnalités, 2 intellectuels, Ilan Pappé, Elias Sambar, dont les parcours sont intrinsèquement liés à leur pays, bien sûr, à Israël, à la Palestine, mais aussi à cette confrontation qui est le conflit israélo-palestinien. Ils sont vraiment... ils portent quelque part... ils sont des historiens, mais ils font aussi partie de l'histoire de ce conflit. C'est pour ça que c'est très important de les entendre, de les écouter, surtout comme ça, en dialogue. Et juste quelques mots pour situer ce que je viens d'évoquer, cette idée qu'ils sont l'un et l'autre intrinsèquement liés à l'histoire de cette région et de ce conflit. Et juste sur 3 points, 3 mots. D'abord, leur itinéraire. Si je devais les résumer en quelques phrases, je dirais le nom d'une ville, Haïfa. Ils sont tous les 2 nés à Haïfa, à quelques années d'intervalle. Mais ce qui est intéressant, et ça montre à quel point d'emblée, et j'allais dire malgré eux, ils sont déjà intrinsèquement liés dès le moment de leur naissance, c'est que Haïfa est encore dans le mandat de la Palestine en 1947. Et ensuite, lorsque Ilan Pappé va naître, Haïfa n'est plus en Palestine, elle n'est plus sous tutelle britannique, c'est l'État d'Israël. Il s'est passé ce bouleversement complet que fut la Nakba et le 1948-1949. Mais ils sont de la même ville. Et la deuxième chose, c'est que tous les 2 sont historiens. L'un en a fait son métier, mais l'autre aussi pratiquement. Et tous les 2 sont à la fois historiens parce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont écrire, ce qu'ils vont enseigner, mais ils sont historiens aussi en ce qu'ils participent de cette histoire. Ils sont indissociables, ils sont liés complètement à ce conflit. Ils font un peu l'histoire, et on va le voir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien entendu leurs engagements. Ce sont des intellectuels engagés. Ilan Pappé a eu des engagements politiques, il a eu des positionnements toujours très engagés. Et Elias Sambar, vous le savez, a été non seulement engagé, mais il a été aussi, pendant très longtemps, il est encore quelque part, diplomate. Il a joué un rôle important au moment du processus d'Oslo. Il avait en charge un dossier très important qui était celui des réfugiés, ça a duré plusieurs années après Oslo. Et puis il a été, bien sûr, chacun le sait,
ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, où il a défendu le patrimoine culturel, mais aussi où il a permis de faire en sorte que pour la première fois, l'État de Palestine soit accepté en tant qu'État à part entière à l'UNESCO, ce qui a été le premier pas de ce qui se passera l'année suivante aux Nations Unies, où là, il n'y aura pas un État à part entière, mais un État non membre. Mais tout de même, ça a été un moment décisif où Elias a joué un rôle majeur. Et le troisième point, bien entendu, ce sont les livres, puisque nous sommes ici dans ce festival du livre d'ailleurs. Ils ont tous les deux produit des livres, et des livres importants. Ilan Pappé a fait de nombreux livres sur l'histoire de son pays, sur le conflit israélo-palestinien, sur la Nakba, bien entendu, et un des plus connus, en tout cas en France, de ces livres. C'est un livre qui vient d'être réédité, d'ailleurs, dans des conditions très compliquées, qu'on pourrait évoquer tout à l'heure, ou qui lui-même pourra en parler, bien entendu, qui est le nettoyage ethnique, c'est-à-dire ce qui s'est passé en 1948, et ce qui nous reviendrait d'ailleurs à reparler d'Haïfa, évidemment. Et de son côté, Elias Sambar a publié des livres importants, par exemple La figure du Palestinien ou encore le dictionnaire amoureux de la Palestine, ou tout récemment ton tract Gallimard, qui est sur la dernière guerre. C'est comme ça que tu l'as intitulé. Tu vas en ressortir un bientôt. Et ces livres, ce sont des marqueurs. Ce n'est pas simplement un livre de plus, ce sont vraiment des marqueurs. Le livre d'Ilan Pappé que je viens de citer et quelques autres, on s'y réfère constamment. Et c'est la même chose pour les livres d'Elias. Et j'ajouterais que pour Elias, il a aussi fait un rôle de passeur de culture, puisqu'il a traduit de nombreux poèmes de son ami Mahmoud Darwish. 19 recueils me glissent-ils au coin de l'oreille. J'en ai terminé à cette présentation très rapide pour vous dire l'importance et l'intérêt de ce dialogue entre ces deux personnalités, qui ne sont pas simplement des historiens, ce qui est déjà c'est important d'être historien, mais c'est des historiens très, très singuliers, très importants, qui marquent, voilà, des marqueurs. Alors pour ce débat, j'ai fait une proposition qui a été acceptée par les deux. C'était d'abord leur demander à chacun de dire quel a été, sur le plan personnel, individuel, le moment le plus fort de leur parcours, dont j'ai dit à quel point il était important, et que ce n'est pas des parcours finis, on ne parle pas au passé. Attention. Donc quel est le moment? Donc là, on va commencer par de l'individuel, on va commencer par du personnel, sans aller jusqu'à l'intime sans doute, mais en tout cas quelque chose qui est du ressenti. Et je crois que c'est nécessaire pour comprendre les choses. Donc l'un et l'autre vont s'exprimer sur ce premier point. Sur le second point, bien entendu, quelles sont leurs analyses? Et là, il pourra y avoir sans doute davantage encore un échange entre les deux. Leur analyse de la situation aujourd'hui à Gaza, en Israël, et dans la région, et plus globalement, sur le plan des relations internationales. On a besoin d'avoir leur regard. Et enfin, dans un troisième temps, leur demander comment ils voient les choses, quelle est la prospective. Tout à fait essentiel d'avoir l'idée de qu'est-ce qu'il va advenir de tout cela dans cette période dont chacun sait à quel point elle est lourde, difficile, pénible. Voilà les trois temps. Ces trois temps devraient nous amener, disons, d'ici 1 heure, vers 9h30 à peu près, pour ensuite, bien entendu, vous laisser la parole et pour qu'il puisse y avoir un échange avec vous. Voilà. Donc, je laisse la traduction d'abord, et puis, dans le même temps, je pose la première question. On va commencer peut-être par Ilan, puisqu'il est loin, soit tout de suite intégré au débat. Donc c'est à lui que je demanderai de commencer par nous dire quel est pour lui ce moment ou ces moments les plus marquants dans son parcours d'historien engagé. Thank you again for inviting me. Apologies again for not being, and it's good to see that the technical issues have been resolved. And I will try and answer the first question. I will let Barbara to translate this first. And it's great to see my good friend and inspirational historian Elias Sanbar. We met many, many years ago, and I read him, and like so many other great Palestinian historians, our work as critical anti-Zionist Israeli historians would not have been possible without resting on the shoulders of the works of great Palestinian historians such as Elias Sanbar. It's very difficult to find one moment that personally was particularly important
but I can talk about a period. And for me personally, the work especially in the Israeli archives, on 1948 totally shattered and totally contradicted and challenged everything I was taught about in school. I heard from my parents. I was listening to my professors in university. The whole narrative that I was born into did not stand the examination of truth when I worked in the archives and looked at the documentation about this very formative and important year of 1948. But probably with this I will end this answer, the most moving moment for me was when Palestinians all over the world, either in Palestine or outside of Palestine, after reading my book, The Ethnic Cleansing of Palestine, came to me and said, thank you, which I don't think they had to thank you, but they were grateful that the story as they knew it, and that was denied for so many years, was written by me and, of course, by others as well. And they felt a certain closure with the fact that further work by an historian corroborates what they have experienced. Because I think when you are a victim of a crime such as the Nakba, as the Palestinians are, you are victim twice. Once when it happens to you, and secondly when your crime is denied, that your people are telling you are not telling the truth, or this can't have happened. So I think that it was very important to contribute to the validity of the Palestinian narrative of what happened in 1948. Peut-être que Ilan Pappé pourrait continuer sur ce thème un tout petit moment, puisque vous venez de parler de la réaction des Palestiniens. Pourriez-vous nous dire un mot peut-être de la réaction de vos collègues et en Israël? Well, of course, such a position like the one that I took is regarded in Israel as a betrayal, as an act of treason. And there was a very interesting development in the reaction. First of all, it was a total denial, saying that what I say and what Palestinians are saying about 1948 is a lie. Then, because of the reaction in the world to my work and others, that people who had no particular vested interest would say, this sounds reasonable, this sounds like a solid historical research. Then they said, okay, maybe part of it happened, but not all of it. And the last reaction, which you can hear today from Israelis, is saying that the Palestinians deserved it, what happened to them. So you kind of, first of all, your professional historical capabilities are being questioned, then your moral position is questioned. So I think it's a mixture of denial and racism that characterizes the Israeli reaction to the fact that long after I wrote my book and Elias wrote his books, so many academics around the world now know exactly what happened in 1948, teach it the way it should be taught. And unfortunately, there are still a lot of politicians and journalists who refuse to acknowledge what happened in 1948 and continue to contribute to the denial of the Nakba. Juste encore une question sur ce point précis.
son livre a été traduit en français, Le nettoyage ethnique. C'est paru aux éditions Fayard. Tout récemment, on est passé à une autre maison d'édition, La Fabrique. Et j'avais le sentiment que Fayard ne voulait pas, pour des raisons qui sont liées à la concentration de l'édition. Il y a un groupe dont je ne me souviens plus très bien du nom, je crois que c'est Bolloré. Ça doit être ça, avec 2 ou 3 L, je ne sais plus. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a eu un problème chez Fayard dans le contexte actuel. Je voudrais avoir le point de vue de Dylan Papé là-dessus. Yes, it was very sad to see that level of censorship because Fayyad had a new owner who is a Zionist. This is part of a much broader phenomenon that is connected to the events also of the 7th of October, and I'm sure we will talk about it, that it was very clear that Israel wanted the world to accept that what happened on the 7th of October and after the 7th of October had no historical context. And therefore, any book, any research, any conversation that contextualize from an historical point of view what happened not only on the 7th of October, but also the Israeli genocidal reaction to the 7th of October is something that the Israelis don't want to be heard. And part of this campaign of intimidation, of silencing, is trying to prevent books from being published, firing lecturers from universities, and so on. But I think luckily with events like you are having here today, we will not give in to this tactics of intimidation and silencing. The truth has to be heard, and especially the historical truth, because otherwise you will not understand why what you see on your screens that is unfolding in Gaza is happening. And we need the historical understanding. Otherwise, you will fall into the Israeli propaganda that this is all an action by a terrorist state, Iran, with its proxy Hamas, all that kind of propaganda that tries to evade a proper historical discussion of the essence of Zionism and the connection between that ideology and project to the genocide in Gaza. Bien, on va maintenant continuer sur une première phase. Juste un mot pour dire que ce qui s'est passé chez Fayard s'est passé dans d'autres maisons d'édition. C'est-à-dire, quand je parlais tout à l'heure des espaces de liberté, c'est quelque chose de très concret et très prégnant. Pour tous ceux qui veulent écrire sur certains sujets, il y a des difficultés de cette nature. Donc je passe maintenant la parole à Elias avec la même question. Quel est le moment ou la période qui t'a le plus marqué ? Bonsoir, je suis très très heureux d'être là et vous avez une belle hospitalité, je le constate depuis ce midi, et donc c'est extrêmement chaleureux et ça fait du bien d'être parmi vous. Je veux également dire à quel point je suis toujours touché quand je suis en présence ou quand je parle du travail d'Ilan, pour une raison très simple qui va beaucoup plus loin que la valeur historique du travail. Dans ma démarche, je n'ai pas couru de risque. Je n'ai fait que me battre pour que le sort qui avait été fait au mien soit connu. Il a été à l'encontre des siens. Dans son travail, il a remis en question la thèse défendue par son peuple. Moi, je n'ai pas remis en question la thèse défendue par le peuple de Palestine. J'ai essayé de montrer à quel point ce que nous avions subi était un crime contre un peuple. Mais mon peuple ne me contestait pas. Et on me disait, heureusement que tu parles, peut-être qu'on nous entendra. Dans son cas, il y a quand même, au-delà du travail historique lui-même, il y a une œuvre de courage. Et ça, c'est fantastique. Et je dis que c'est fantastique parce que, pas simplement pour dire un héroïsme, je dis que c'est fantastique parce que c'est des attitudes, des initiatives, du courage qui nous prouvent à nous, dans ce conflit dont tout le monde nous dit qu'il est insoluble, que nous pourrons vivre ensemble.
Ilan est une preuve vivante du fait qu'un jour, je peux vivre très normalement avec lui comme mon concitoyen. Et ça n'est pas un détail. Pour ce qui est du moment, le moment initial, je voudrais commencer par vous raconter une petite histoire, mais qui est vraie, qui est véridique. J'ai un très bon ami qui a été longtemps un cadre combattant dans les bases de combat des Fédayines. Et à un moment donné, il était extrêmement critique, très énervé de certaines décisions qui avaient été prises au sein du mouvement. C'est l'époque où il y avait encore des combats à la frontière entre le Sud-Liban, le Golan et toute la frontière jordanienne. Et un jour, nous sommes là, Arafat arrive, donc Yasser Arafat arrive, et cet ami lui dit « Abou Ammar, j'ai une chose à te dire, et c'est plus possible. » Il lui dit « Laquelle? Qu'est-ce qui se passe ?» Il lui dit « Je veux t'annoncer que je vais démissionner. » Arafat lui dit « Démissionner ?» Il lui dit « Oui. » Il lui dit « Mais quand est-ce que tu es entré pour sortir ?» C'est pour vous dire que je n'ai pas de moment initial, je suis né dedans. Et c'est pour cela que je n'ai pas de date où ça commence. Ça a toujours été là. Il y a par contre une période, il n'y a pas un moment, une date de naissance, mais il y a quand même une période. C'est la période, Ilan a parlé d'une période, et je pense que c'est la bonne façon d'appréhender cette question. La période de la défaite de 1967. En 1967, j'ai 20 ans, dans une génération énorme d'enfants de la Nakba, c'est-à-dire des gosses qui ont été portés vers les exils par leur mère et qui sont maintenant dans l'entrée de la vie. Et nous apprenons une défaite, mais hallucinante, de toutes les armées arabes. Déjà, nous n'aimions pas beaucoup ces armées, mais cela va venir confirmer ce que nous pensions. C'est accompagné d'une propagande israélienne extrêmement raciste. Je ne sais pas si certains parmi vous ont vu les images, et nous avons su après coup, l'armée israélienne a obligé les soldats égyptiens à se déchausser. Et on a eu une multitude de photos de chaussures de l'armée égyptienne sans ce qui les portait à ces chaussures, des scènes de chaussures. Avec les légendes, les Arabes s'enfuient beaucoup plus vite quand ils sont pieds nus que quand ils ont des chaussures à leurs pieds. Ça, c'est les images que nous avions. Et cela a été accompagné d'une multitude d'images de matériel militaire égyptien et syrien détruit. Des chars, des avions, et ainsi de suite. Donc, imaginez, en 67, juin 67, une génération de dizaines, de centaines de milliers de jeunes gens de 20 ans qui se disent « pour nous, l'avenir est terminé ». Et c'est à 20 ans que vous commencez à dire que toutes les merveilles que vous allez faire dans votre vie. Et donc, cette période commence pour moi, pour toute ma génération, par quelques mois de véritable désespoir et un peu de nihilisme. On disait « c'est fichu ». On n'a pas d'avenir. Notre histoire est terminée et à un moment où nous sommes sur le point, nous, de commencer à la fabriquer. En mars 68, donc quelques mois plus tard, nous commençons à recevoir les nouvelles d'une bataille qui a eu lieu dans la vallée du Jourdain entre des gens dont on n'avait pas encore parlé, on ne savait pas grand-chose. On dit qu'il y a des combattants palestiniens qui viennent dans une bataille dans un village qui s'appelle Karame. Karame en arabe veut dire la dignité. De livrer bataille à des divisions israéliennes qui ont franchi le fleuve parce que Moshe Dayan dit qu'il y a des saboteurs, c'est comme ça qu'on appelait les combattants palestiniens, et il faut tuer ce mouvement dans l'œuf. Et là, nous découvrons
les premières images de l'antithèse de toutes les armées arabes qui est portée par des jeunes gens palestiniens qui vont au combat et dans une forme extrêmement risquée. Alors, ce qui s'est passé, nous l'apprendrons plus tard, c'est que dans l'exil palestinien, et ça c'est une justice à rendre à cette génération, dès 1948, dans l'exil, des dizaines d'hommes qui sont la génération juste avant nous, disent il n'est pas question que ça se termine. Ça, le monde ne le sait pas. Mais il y a immédiatement un combat qui commence à s'organiser, très souvent dans la clandestinité, parce que ces hommes et ces femmes sont pourchassés par les services secrets arabes. Ils connaîtront pour la plupart les prisons comme étant des agitateurs dangereux qui allaient créer des déséquilibres et ainsi de suite. Et donc, il commence dès 1954 des préparatifs pour voir qu'est-ce qu'on fait parce qu'on veut rentrer chez nous. Nous ne le savions pas. Ce qu'on voit émerger tout d'un coup en 1968, c'est des groupes qui disent qu'ils vont lancer la guérilla. N'oubliez pas la situation de la planète à l'époque. Il y a le Vietnam, il y a toutes les luttes anticoloniales dans le monde. Donc ça s'inscrit dans un mouvement universel. Et surtout, en 1967, avec la défaite, prennent un risque absolument fou, parce que c'est une toute petite organisation, c'est le Fatah, place quasiment la totalité de ses combattants et de ses chefs historiques dans cette bataille, sachant qu'elle va avoir lieu, en risquant d'être tous anéantis. Vous savez, dans les guerres de guérilla, quand l'armée adverse arrive en force, vous dispersez. Là, le Fatah a fait exactement le contraire. Il a regroupé toutes ces unités. Et d'ailleurs, pour les Palestiniens, cette bataille a été une hécatombe. Il y a eu des pertes énormes. Mais quand je dis énorme, c'est-à-dire le mouvement devait compter 500 à 600 personnes. Hein. Et je crois qu'on a perdu dans les 340 personnes. Et toute la direction historique, ça c'est très important, parce que ça va beaucoup marquer la suite, a mis sa peau dans la balance. Il n'était pas à l'abri. Et ça nous arrive. Et subitement, nous voyons dans la presse, jamais j'oublierai, des images de chars israéliens calcinés cette fois. Parce que les Israéliens s'étaient retirés et n'avaient pas eu le temps de retirer toutes les pièces qu'ils avaient perdues. Et il y a un renversement, vous n'imaginez pas ce que c'était, gigantesque. Gigantesque. Et il est extrêmement et très intelligemment perçu par ceux qui y ont échappé, qui ont survécu à cette bataille. Comme il y a beaucoup dans l'exil palestinien, nous avions à l'époque 54 camps de réfugiés. La totalité des combattants palestiniens tombés au combat sont renvoyés chacun vers son camp de réfugiés dans le monde arabe. Donc vous avez des enterrements dans tout le monde arabe où on ramène les dépouilles des combattants et que nous suivons à ce moment. Je me souviens, moi j'étais à Beyrouth. Dans les annales à Beyrouth, c'est la plus grande manifestation qu'il y a jamais eu. Nous étions 1 million de personnes derrière les cadavres pour aller vers les mosquées. Et il y a un renversement. À ce moment-là, toute ma génération a dit, ça y est, l'avenir est là, et nous nous sommes engouffrés par milliers dans la résistance palestinienne. C'est à ce moment que ça bascule. Et tout d'un coup, ce mouvement devient gigantesque, avec des dizaines de milliers de volontaires palestiniens et énormément de volontaires arabes, tout autant déçus par ce que leurs armées avaient réalisé ou n'avaient pas réalisé. C'est le mouvement fondateur de cette histoire de la résistance palestinienne. Et comme par hasard, à peine 2 mois plus tard, l'OLP, qui avait été fondée par Nasser pour nous tenir en main, est prise d'assaut par ces nouveaux mouvements de résistance. Et c'est à ce moment que Yasser Arafat devient
non pas d'ailleurs le chef, mais le porte-parole de cette résistance. Donc il y a un énorme mouvement de bascule pour résister et tenir tête, et en même temps une énorme prise de pouvoir des Palestiniens par rapport au régime arabe en prenant en main l'OLP, qui était un organe égyptien consacré à la Palestine. Ce n'était pas un organe palestinien. C'est Nasser qui a fondé l'OLP. Mais nous l'avons piqué 2 ou 3 mois plus tard. Je voudrais juste ajouter 2 points. Moi, à l'époque, je suis un militant d'extrême gauche, marxiste-léniniste. Je déteste les soviétiques parce qu'ils n'ont pas aidé en 1967. Je ne connais pas pour autant bien la situation un peu de l'autre Mecque ou de l'autre Vatican qui est Pékin, qui est Mao. Par contre, je fais partie, comme beaucoup de gens qui seront dans le Fatah, qui seront engagés pratiquement, parce qu'on n'était pas uniquement dans la discussion, de ce qu'on appellera dans le Fatah le courant vietnamien. C'est-à-dire, nous nous battons en notre nom et nous ne sommes inféodés ni à Moscou ni à Pékin. Donc on nous appelait comme ça dans le mouvement. Par contre, et il faut que vous compreniez cela, j'étais marxiste-léniniste d'extrême gauche. Mais sur le plan palestinien, j'étais nationaliste. Il faut que vous sachiez qu'on comporte souvent beaucoup de choses contradictoires. Parce que moi, en tant qu'enfant réfugié de 1948, la seule chose qui comptait pour moi, c'était de retrouver notre maison à Haïfa. On nous a mis à la porte et je vais revenir, on ne me mettra pas à la porte. Donc, à cette époque, mes tendances, mes aspirations sont nationalistes en disant l'entité sioniste doit partir à un moment, elle n'a pas de raison d'exister, ils nous ont remplacés, eh bien il faut qu'on reprenne notre place. Par ailleurs, sur tous les autres sujets, si vous voulez, je discutais de la lutte des classes et tout ce que vous voudrez. Mais sur ce plan, c'était ça. Et là, j'ai été sauvé encore une fois par le mouvement auquel j'avais adhéré. Donc nous sommes 67 la défaite, 68 Karamé, quelques mois plus tard, la prise de contrôle de l'OLP, 69 arrive sous la plume d'un certain nombre. Il y avait une élite intellectuelle très importante palestinienne à l'époque à Beyrouth. Soi-disant un texte écrit par des professeurs palestiniens de l'université américaine, arrive un texte fantastique qui s'appelait La Palestine démocratique. Et ce texte disait quels sont les buts de la révolution palestinienne. Le texte a été fait parce que nous étions, je vous ai dit, l'ambiance planétaire était une ambiance de guérilla, de guerre. L'Amérique latine, Cuba, l'Afrique, l'Angola, ainsi de suite, l'Algérie, bien sûr. On nous disait, mais vous n'êtes qu'un mouvement nationaliste, c'est-à-dire pas très noble sur le plan des mouvements révolutionnaires, parce que quand même, Lénine a bien dit, pas de révolution sans théorie révolutionnaire. Vous n'avez aucune théorie révolutionnaire, vous voulez juste rentrer chez vous. Et c'est vrai, nous sommes un mouvement de réfugiés qui voulait revenir chez lui, c'est tout. Donc, il y a eu une élaboration pour répondre. Elle n'émanait pas vraiment d'une véritable discussion dans la société, qui était, nous avons une théorie révolutionnaire, là voilà, la Palestine démocratique, qui disait une chose fantastique. Nous nous battons pour une Palestine au sein de laquelle les citoyens, abstraction faite de leur religion, de leur couleur, seront égaux en obligations et droits. Et nous nous sommes encore une fois engouffrés dans cet appel qui est devenu un peu notre mot d'ordre, et nous étions très nombreux dans la résistance palestinienne, et à partir duquel je vais me retrouver au fil des années en train, moi, de négocier et de défendre la question des 2 États. Donc ça commence par une position extrêmement nationaliste, en même temps une séduction politique, et ça existe, hein, vous savez, en politique, la séduction,
pour un discours d'égalité républicaine, on n'a pas utilisé les mots de république, mais la Palestine démocratique, et tout d'un coup on se dit oui, c'est ça qu'on jouera, c'est ça qui nous importe. Ça passera par des hauts et des bas, on va y venir puisqu'on va reparler après. Mais en ce qui me concerne, c'est comme ça qu'il y a eu ce fil qui en quelques années m'a fait passer d'un désespoir, d'une grande tristesse, à une adhésion à une idée fantastique qui était un État libéré, indépendant, souverain, sans discrimination entre ses citoyens, qui ne seraient là que parce qu'ils sont requis des mêmes obligations et qu'ils ont entre leurs mains les mêmes devoirs. Bien, on termine donc cette première phase qui était personnelle, qui était l'histoire telle qu'elle a été vécue. Et moi, ce qui me frappe dans les deux périodes que vous avez choisies, c'est qu'au fond, on a deux dates, 1947-48 et puis 1976-68, c'est-à-dire 20 ans. Et moi, je suis très frappé de voir que ce conflit qui dure depuis des décennies est souvent et presque toujours scandé par des générations. Si on avait ici des gens qui étaient nés en 1968, ils seraient ceux qui ont monté de manière assez spontanée la première intifada en 1987. Et il y avait d'autres points de repère, d'autres socialisations, etc. Et en disant ça, je me demande comment réagissent et comment vont faire ceux qui aujourd'hui à Gaza ou en Cisjordanie ont 20 ans. Exactement ce que tu as dit, toi, quand tu avais 20 ans, 67, comment sont les jeunes Palestiniens de 20 ans aujourd'hui en 2025 ? Ça va donner une autre génération, une autre perception. Et donc, tout ça pour venir à la deuxième phase, qui est l'analyse de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, en Israël, et plus largement autour, au Proche-Orient. Et j'aimerais bien que l'un et l'autre nous donnent leur analyse de la situation actuelle. Oui. Et je vais commencer, à moins que tu aies juste un mot pour passer déjà ça. Pour passer la main à Ilan, très très court, et vous allez comprendre pourquoi. Un mécanisme pour que vous compreniez le fonctionnement des Palestiniens avec ces générations. C'est important. Vous avez tous vu ce conflit, les premiers affrontements, pour que vous ayez une idée de ce que c'est, cette question de Palestine, ont lieu en 1894, dans des affrontements entre des paysans palestiniens et des ouvriers juifs, il n'y a pas encore Israël, qui sont employés dans les fermes du baron Rothschild. Et je peux vous dire que depuis cette date jusqu'à ce soir, nous n'avons pas connu un jour de calme. Donc c'est un conflit interminable. Israël commence à émerger en tant que pays en 1948, bien impunément, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui a fait toutes ces générations ? Et c'est ce qui nous a permis, nous, de ne pas disparaître. C'est pour ça que je voulais commencer par ça. C'est un mécanisme. Vous avez tous probablement assisté, ou vous savez, comment fonctionnent les courses de relais. Vous avez des coureurs qui courent, d'autres qui ne courent pas. Mais qui, quand le premier coureur approche d'un signe, enfin d'une trace au sol, commencent à courir à côté de lui, prennent le relais et enchaînent. Ça fait 130 ans que nous faisons une course de relais générationnelle. Je peux vous donner, mais on n'a pas le temps, mais je peux, si ça vous intéresse, vous dire à chaque fois, à chaque période, comment le relais est passé. Ce n'est pas par hasard qu'il y a eu une intifada en 87, parce qu'en 87, et c'est une question que je vais poser à mes frères qui étaient sous occupation. J'ai dit, mais pourquoi vous avez attendu 1987 pour faire le premier soulèvement? Faisal Husseini, qui est une des plus belles figures, m'a dit, tu sais, vous vous battiez, donc on attendait que vous ayez des problèmes pour prendre le relais. C'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, Gaza prend le relais de toute la Palestine. Voilà, c'est juste pour vous dire, le mécanisme, c'est ni un héroïsme, ni une chose incompréhensible. Nous fonctionnons comme ça. Donc Pardon, Ilan. Non. C'était important que tu précises tout ça. Donc après, Ilan a la parole pour nous faire une analyse de la situation actuelle.
Thank you. Well, I think that the situation today in Gaza can be understood within two historical contexts. One is a very wide one that goes back to the very beginning of the Zionist movement, and the other one has to do with more recent history. But without these two contexts, I think it's very difficult to understand the reality on the ground and even to analyze the possible developments in the future. The wider historical context goes back to the beginning of Zionism as a European solution for a European problem. The European problem was anti-Semitism. And an alliance of different forces decided that the best way to deal with anti-Semitism was to build a European Jewish state at the heart of the Arab world, at the heart of the Muslim world, and at the expense of the Palestinians. And it was very clear from the very beginning that such an imposition can only be done by force, and to maintain it, you need to keep a global alliance that would use all kinds of methods of force to sustain this idea that the best solution is a European state in the heart of the Arab world at the expense of the Palestinians. The need to use force was because that kind of a solution was not unique to the Jews of Europe. There were other groups in the history of Europe that were unwelcome in Europe and thought that the best way of dealing with the persecution against them was to build European states outside of Europe at the expense of indigenous people in other countries. We call this phenomenon settler colonialism. And what is so typical of settler colonialism that it cannot imagine the creation of a Europe instead of the Europe that didn't want them without eliminating the native population. And that elimination in America took the form of genocide, and in Palestine, until recently, it took the form of ethnic cleansing. So from the moment that it's clear to the native indigenous population of Palestine, the Palestinians, that they are faced with a project that is not going to save Jews from Europe, but actually its main purpose is to dispossess them from their homeland. From that moment, the Palestinians form an anti-colonialist struggle, an anti-colonialist movement. And whenever the anti-colonialist movement fights back, it gives an excuse for the colonialist project or the settler colonialist project to use even more force and more brutal methods in order to try and implement the idea of having as much of Palestine as possible with as few Palestinians in it as possible. And since 1967, Israel controls the whole of historical Palestine, uses different means against the Palestinian attempt to liberate themselves from occupation. And in particular, in Gaza, they used the methods of a blockade and a siege. And therefore, we are actually experiencing in the last 16 months yet another chapter of resisting, on the one hand, the wish to eliminate the Palestinians and the continued wish by the colonizer, by the settler colonial state, to eliminate the Palestinians. So we are still in the same historical chapter of what one can call a living colonialism, a living colonialist project that has not completed
its project because of the Palestinian resilience and resistance, and is not giving up on its vision of having a pure Jewish state over the whole of historical Palestine. And there is an immediate, a more immediate context. And this is the very dramatic change in Israeli politics that occurred in 2022 and actually had its origin already in the beginning of this century. We have now an ideological regime in Israel, which is very different from the ones that used to rule Israel before. All of them were committed to Zionism and to the settler colonial idea of elimination. But the previous regimes were concerned about the international image of Israel, had some moral qualms about what they were doing, and were looking for ways of reconciling the wish to eliminate with the wish to remain a democratic, civilized state. That was what characterized, I would say, Israel, at least until the year 2000, and less so in the last few years. Je crois, ce qui serait intéressant, c'est qu'on introduise davantage de dialogue, puisque je crois que Elias veut rebondir sur ce point. Et donc, dans cette seconde partie, vous pouvez davantage échanger que dans la première, qui était davantage des ressentis personnels. Donc, je laisse la parole à Elias, et Ilan ensuite répondra à Elias. Oui, ce n'est pas une réponse, c'est un enchaînement. Ce que Ilan vient de dire est une très bonne synthèse de ce qu'on pourrait appeler un vulgaire projet colonial. Il n'y a rien de très spécifique, même si les Israéliens disent « nous sommes une colonisation de type unique », et ainsi de suite. C'est une colonisation dans le sens le plus classique, qui a deux modèles. Un modèle inabouti, un autre parfaitement abouti, c'est-à-dire toutes les colonisations ne sont pas des colonisations de peuplement. Dans la notion de la colonisation de peuplement, il y a l'idée du remplacement. L'Algérie a été une colonisation de peuplement, pas le Maroc ni la Tunisie. Et l'Algérie, le processus, s'est arrêté à un moment donné. Il n'a pas abouti à son terme. Il a abouti à son terme absolu aux États-Unis. C'est-à-dire la disparition totale des autochtones, même s'il en reste quelques survivants. Mais c'est fini. C'est la table rase. Ce n'est pas classique, ce n'est pas une colonisation comme toutes les autres. Les colonisations de peuplement sont particulières, il y en a très peu, et c'est une des clés, si vous voulez comprendre aujourd'hui à quel point les États-Unis se sentent dans une relation de miroir, comme un reflet avec Israël. Il y a beaucoup de théories sur le lobby, la puissance économique des communautés juives, tout cela existe, mais l'élément le plus fort dans ce couple, c'est que l'un est le reflet de l'autre, et comme le précédent, c'est-à-dire celui qui a commencé aux États-Unis, pense qu'il est la quintessence du bien, son image est une quintessence du bien. On ne peut pas toucher, parce que toucher à l'image dans le miroir remet en cause la légitimité de la première image. Donc il y a quelque chose, ne vous faites aucune illusion, quelque chose d'indissoluble. Parce que pour les États-Unis admettre cette forme de critique sur l'essence d'un processus colonial, c'est reconnaître qu'eux sont nés d'un crime commis à l'égard d'autres peuples. Et ça ne viendra pas. Le mouvement pourra bouger quand des intérêts obligeront l'un et l'autre à dire « bon, c'est très très beau de continuer à parler de notre pureté morale absolue, mais bon, il y a des intérêts dans le jeu. » Mais pour le moment, ça ne cède pas. Et j'enchaîne tout de suite sur Gaza. Gaza est partie de la Palestine. Aujourd'hui, comme c'est le point focal des combats, beaucoup de gens commencent à fonctionner avec Gaza comme si Gaza était un pays en soi,
par rapport à la Palestine, c'est la perte de la Palestine si on commence à faire ce type de démantèlement. La Cisjordanie, non Jérusalem-Ouest, non les exils, non. Il y a une seule Palestine. À Gaza se déroule, et là je rejoins à fond ce que vient de dire Ilan, se déroule ce que le meilleur historien de la barbarie nazie, qui est un historien américain, avait qualifié, pour ne pas tomber dans les termes Shoah, Holocauste, avait dit c'est la destruction des Juifs d'Europe. Le projet nazi. Aujourd'hui, vous êtes en train d'assister en Palestine à une tentative de destruction du peuple arabe de Palestine. C'est ça que vous êtes en train. Vous êtes aujourd'hui témoin de cette scène. Après, on pourra discuter sur le plan du droit, est-ce que c'est un génocide, les crimes de guerre. Tous les concepts sont pertinents. Il y a du génocidaire, il y a des crimes de guerre, il y a bien sûr le nettoyage ethnique, n'en parlons pas. Mais la finalité de tout cela, c'est la destruction du peuple arabe de Palestine. Ok. Donc, je continue. Donc, la Palestine est une. En 1948, selon les dernières statistiques officielles, parce que les recensements sont menés de façon scientifique, entre guillemets, par la puissance britannique, la Palestine compte 1 400 000 personnes, la communauté juive compte 600 000 personnes. Donc, le moment où la Nakba survient, vous avez 1 400 000 Palestiniens et 600 000. Le plan de partage arrive. Bref, une guerre qui commence, une guerre civile, suivie par une guerre israélo-arabe, à terme, au bout de laquelle 800 000 Palestiniens se retrouvent chassés, répartis dans les camps de réfugiés. La Cisjordanie en tant que telle, elle n'est pas chassée, mais elle est détachée de la Palestine, elle tombe sous régime jordanien. Gaza est détachée également de la Palestine et tombe sous contrôle égyptien. La communauté palestinienne qui reste en Galilée, notamment dans le nord, selon le premier recensement israélien, donc à peine quelques années plus tard, compte 150 000 personnes. Donc en gros, soit détachées, soit expulsées, sur 1 400 000 personnes, 152 000 restent sur place. Aujourd'hui, ces 152 000 sont 20% de la population israélienne. Le reste, 1 400 000, approche maintenant les 14 millions de personnes. Et ça fait 70 ans. On a eu le temps. Donc, voilà aujourd'hui l'enjeu. Ce qui se passe à Gaza démarre par un crime de guerre. Il faut le dire, il faut que les Palestiniens le disent avant n'importe qui. Ce qui s'est passé le 7 octobre est un crime de guerre parce que quand on attaque des civils, on est dans la catégorie des crimes de guerre et quand on passe, c'est notre cas, le temps à dire « je veux qu'on m'applique le droit international », on se l'applique aussi à soi. Le 7 octobre, il y a un crime de guerre qui a lieu. Et depuis 17 mois, Israël répond par des dizaines de crimes de guerre quotidiens contre ce crime de guerre. Et ce crime de guerre est devenu un alibi. Mais cet échange de combat s'est inscrit dans un discours qui a commencé bien avant le 7 octobre. Pour que vous compreniez quelle est la finalité maintenant à Gaza, et en Cisjordanie, et à Jérusalem-Est. Ça fait 3-4 ans, bien avant le Covid, qu'on entendait un discours en Israël. Il faut finir ce que Ben Gurion n'a pas terminé en 1948. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu terminer, Ben Gurion, en 1948 ? C'est que nous ne sommes pas tous tombés dans l'absence absolue. Il y a ceux qui sont restés là, il y a ceux qui n'ont pas bougé de la Cisjordanie, et ainsi de suite. Et de Gaza et de Jérusalem-Est. Donc l'idée était de terminer le boulot, tout bêtement. Et l'attaque du 7 octobre a donné à l'actuel gouvernement d'extrême droite israélien la possibilité de dire, bon,
pour répondre à ce crime de guerre, eh bien, on va achever le travail de Ben Gurion. On va maintenant aboutir, non pas à corriger ceux qui ont fait ce crime contre nous, mais à reprendre le contrôle de la totalité de la Palestine. C'est ce qui se déroule en ce moment en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, et c'est ce que vous voyez de façon terrifiante sur le terrain à Gaza. Donc, en fait, cette guerre, elle dit une chose très claire. La lutte entre deux idées. Israël est-il dans le cas d'une paix? L'état de ses citoyens, c'est-à-dire nous et eux, ou bien Israël est-il exclusivement l'état des seuls juifs? C'est cela l'enjeu. Il n'est pas annoncé pour le moment, on nous parle de terrorisme, antisémitisme, tout ce que vous voulez. C'est cela l'enjeu. Arriver à terminer ce que Ben Gurion n'est pas arrivé à faire, eh bien, le boulot, contrairement à ce que pensent beaucoup, n'est pas fini. Mais on ne peut pas simplement dire il n'est pas fini. Il faut voir le prix que mon peuple est en train de payer. Nous avons une hécatombe d'enfants, et je dis jamais morts, ils sont assassinés. Ils n'étaient pas malades, ils n'étaient pas vieux, ces enfants. Nous sommes dans des dizaines de milliers d'enfants assassinés. Avant-hier, un des grands spécialistes et fonctionnaires de l'UNICEF, donc l'organe de l'ONU qui s'occupe des enfants, dit « c'est le seul cas sur Terre d'un conflit au terme duquel la totalité des enfants survivants auront besoin d'un travail de suivi psychologique. C'est une fabrication de maladies pour l'avenir. Ce n'est pas simplement une hécatombe d'enfants. On a des chiffres terribles, des dizaines de milliers. Ils sont faux. Ils sont faux parce que tous les jours, moi je suis en train de travailler maintenant sur un texte. Je n'ai pas de chiffres parce que tous les jours ils changent. Parce qu'il y a et il y a également les milliers de personnes, femmes, enfants, hommes, vieux, qu'on va retrouver quand on va commencer à déblayer les décombres. Vous ne réalisez pas ce que c'est une chose terrifiante. Et je pense que dans cette guerre, mais ça on va y arriver, c'est le troisième volet, Israël est en train de jouer sa propre fin. Voilà. Je vais repasser. Je voudrais que Ilan Pappé, alors je voudrais lui repasser la parole maintenant, s'il veut bien réapparaître sur l'écran, et qu'il puisse enchaîner sur ce que tu viens de dire et répondre le cas échéant, à la condition, bien entendu, qu'il ait compris ce que tu as dit, ça serait mieux. Oui. Vous savez, c'est la Terre Sainte, alors il y a beaucoup d'apparitions. Voilà, il a... Oui, mais pour l'instant, c'est des disparitions. Ah, voilà. This is the third question. Non. Est-ce que vous avez bien compris ce qu'a dit Elias? Did you understand? I understood mostly what Elias said. Yes. Okay. Then maybe you would like to answer. I think the third part is about the future. Perspective. Yeah, the perspective. And it's connected to what I didn't manage to finish in my second answer, when I wanted to say that there is a context that begins in 2022 of new ideological, not new, but ideological forces that used to be on the margin and are now dominating Israeli politics, who believe that the events of the last 16 months is a window of opportunity to complete the Nakba, to complete the settler colonial project. And they believe that even the international constellation with the election of Trump and the rise of right-wing fascism in Europe and in some parts of the global South create a rare historical moment for them to not only get rid of the Palestinians,
but to wipe out Palestine as an idea, as a country, as a memory, and maybe even go further and creating the ancient biblical state, and that's why they are occupying South Syria and South Lebanon. So one thing to pay attention to is the wish, which I don't think will happen, but at least there will be an attempt to go further than Gaza, to create this pure, extended Jewish kingdom. And by the way, this is not only directed against the Palestinian, this is also directed against the liberal Zionists who are seen by these forces as corrupt, weak, and ones that have to be re-educated, so to speak, to become proper Zionists. And I said that this is also directed against the liberal Zionists, yeah, because they are seen as weak and unfit to continue the Zionist project. And this is the short term. So the short term is very worrying because these are the ideological forces behind the Israeli military power and its actions against the Palestinians. However, such actions have already started a process by which I believe this whole project of Zionism is not going to be sustained, because that kind of Israel, I call it the neo-Zionist Israel, is one that not only the traditional forces in the world that were pro-Palestinian would reject, but also a lot of Jewish communities would not be able to identify with. And I think that also a lot of Israeli Jews would eventually leave because they wouldn't be able to live under such a regime. And as we know from history, such regimes are also not very competent in terms of economic, military, and performance. And therefore, I think that it's important to understand we are in a very dark moment, but we are in the very last moment of that dark moment. And that is why I think that in the longer run, we will see the 7th of October both as the end of the period of the Nakba and also the beginning of a different kind of reality, which will take time to unfold and also depends on the Palestinians' ability to reunite and be well organized and so on. But historically, we are at that moment where we are facing the worst of the oppression, and we haven't yet faced it all, unfortunately. But it leads to a period, I believe, where this by itself would bury the project from the inside, and also and all those in the international community that feel right now that they have to support Israel would find it very difficult to continue to support the kind of Israel that is unfolding in the next year, 2 or 3 or 4 years. Elias va peut-être dire quelques mots. Et ensuite, là, je me tourne vers Ridwan. Je voulais qu'on laisse la parole à la salle. Donc, ce que je propose, c'est qu'on ouvre la séquence de la salle d'ici quelques instants. Tu dis quelques mots, Elias, oui, dans le prolongement. Et après, je propose qu'on donne la parole à la salle. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit quant à la perspective d'avenir. Israël ne va pas disparaître en tant qu'Israël. Par contre, le projet d'un État qui soit l'État des seuls Juifs va s'effondrer. Il ne marche pas. Il ne marche pas déjà, pour une première raison, comme vous le constatez, malgré l'enfer aujourd'hui qui s'abat sur les Palestiniens, un peu moins infernal en Cisjordanie, mais quand même, il se passe des choses terribles aussi. Les Palestiniens ne partent pas. En 1947, nos parents sont partis vers les frontières en disant c'est une question de jours, on rentre. Depuis, les Palestiniens savent que quand on part, on ne revient pas. Personne n'a bougé, vous réalisez tout ce qui s'est effondré, tout ce qui est tombé sur la tête des gens à Gaza. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé et quand on l'interroge, tous disent on ne bougera pas.
Donc déjà, le projet ne marche pas. Il y a également des éléments internes à la structure de la société israélienne, parce qu'Israël n'est pas un pays qui va avaler cette fascisation de ses institutions. Israël est en train de basculer dans un vrai fascisme, et pas simplement comme une insulte quand vous dites à quelqu'un c'est du fascisme, comme une structure d'État. Il y a aujourd'hui l'installation d'un certain nombre de dispositions au niveau des lois, au niveau du gouvernement, ainsi de suite, qui relèvent de ce qui est d'habitude la définition d'un régime fasciste. Il y a également un fascisme dans les têtes. On entend des choses terrifiantes. Et les Israéliens ne disent plus, nous sommes la seule démocratie du Proche-Orient, c'est fini. Ils s'en moquent d'être la première. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est on va les tuer jusqu'au dernier, et c'est des animaux. Donc on est entré dans une phase très compliquée. Nous pouvons, je crois, sans prendre beaucoup de risques, dire qu'elle ne marchera pas. Par contre, il ne faut pas non plus se rassurer trop facilement. La tragédie est dans l'entre-deux. C'est-à-dire entre le moment du 7 octobre, le moment où on réalise que le projet en cours n'a pas abouti, nous allons payer très très cher. Et cela n'est pas un détail. Nous allons payer très très cher c'est-à-dire la période intermédiaire. Et nous sommes en train de payer. Mais ça n'est pas fini. Et surtout, je pense, contrairement aux images extrêmement contrôlées, on va dire, pour ne pas dire plus, qui nous arrivent par les moyens audiovisuels, ça n'est pas vrai que les sociétés dans le monde applaudissent et se taisent sur ce qui se passe en Israël. Il y a deux mondes en ce moment, et ça dépasse la Palestine et Israël. Il y a deux mondes en jeu. Le monde de la jungle et de l'absence définitive du droit, et qui a entre les mains les moyens audiovisuels, qui nous fait passer ça comme une évidence absolue et qui marche. Et vous avez, et je peux vous donner mon témoignage, ça fait 15 mois que je tourne dans des salles, et juste une petite chose, jusqu'à cette période, quand nous arrivions dans une salle, nous pouvions saluer à la main la totalité des personnes présentes, c'était toujours les mêmes. Depuis 15 mois, j'arrive dans des salles énormes, et partout, où je ne connais plus une seule personne. Alors tout ce monde qui est en train de débarquer, c'est quand même quelque chose qui dit à quel point, non pas les gens sont devenus pro-palestiniens, les opinions ne peuvent pas accepter de tels massacres, de telles sauvageries, un temps d'indignité. Ça ne marche pas. Mais ils ont pour eux, pour le moment, le fait que médiatiquement, on pense que tout le monde marche. Ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Mais nous allons subir et nous allons payer très très cher cette période entre le développement de la fin, c'est vrai, c'est très vrai, le 7 mai est la fin de l'épisode de la Nakba, et le moment où le projet d'État des seuls juifs s'effondre. Israël ne va pas disparaître. Hein. Ne me faites surtout ne comprenez pas ce que je ne dis pas. Bien. Alors, je pense que c'est une manière d'arriver à la transition, puisqu'il y a des gens qui viennent écouter. Maintenant, on va entendre ceux qui sont venus, nombreux. Ridouane, je veux simplement avoir nous avons combien de temps? Encore une demi-heure. Donc jusqu'à 10h15 à peu près. Oui, c'est ça, on prend une série de questions, oui. On prend 2 ou 3 questions jusqu'à 10h15 et Elias et Ilan répondent. Essayez de faire des questions courtes si c'est possible. Je vais poser une question à M. Papé, une demande à Elias Sambar. First of all, Mr. Papé, thank you for your courage. Thank you for what you are. As Elias Sambar said before me, as a Palestinian, I no doubt can live with you. My question for you is, being what you are, what you say, what you write, do you feel that you are in danger?
Monsieur Samvar, dans votre dernier écrit, avec point d'interrogation, La dernière guerre, vous parlez du moment où vous avez été chassé avec votre famille de Palestine et d'un accident qui vous est arrivé, l'accident oculaire. Pourriez-vous parler de ça à la salle, parce que je trouve que c'est extraordinaire. Monsieur l'ambassadeur, j'ai une petite question à propos des deux puissances mandataires au Moyen-Orient, la France et le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. Pensez-vous que ces deux puissances mandataires, le contenu de leur mandat, la façon dont il fut effectué, ont un lien direct avec l'expédition de Suez de 1956, qui, je crois, a été négociée secrètement par Israël dans un village proche de Paris. Et ensuite, je trouve, donc, pour savoir la succession qu'il y a eu par rapport aux guerres qui ont suivi de cet événement de l'expédition de Suez, et ce que vous avez évoqué de la théorie du miroir, comment, beaucoup plus tard, quand M. Clinton a voulu négocier, je dirais, avec M. Ehud Barak et puis M. Arafat, une deuxième série de négociations après Oslo, comment cette théorie du miroir ne s'est-elle vraiment vérifiée, étant donné que les États-Unis voulaient vraiment être en position, je dirais, unique, en laissant les Européens de côté, et comment ce miroir s'est solidifié en quelque sorte. En fait, ces deux questions en faisaient trois, donc on va peut-être donner la parole d'abord à Ilan et ensuite à Elias. Yes, thank you. When you are regarded as a traitor by a very powerful state, you are in danger, of course. And I was expelled from my university in 2007 because of my views. I had a lot of death threats. My family had death threats. So danger is there. I think as you become a bit more famous and known, I think the danger is less acute. Hopefully I'm right. And this something that bothers you at the very beginning of your journey, but I think you think less and less about it as you get older and as you are more and more confident that what you are doing is the right thing. Très très rapidement aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon, l'épisode dont parle mon concitoyen Mohamed est un épisode que j'ai raconté dans un livre et que j'ai repris à peine dans le tract que j'ai terminé. Quand nous sommes partis en 1948, j'avais 14 mois et on a été embarqués dans un camion avec d'autres femmes et d'autres enfants. Donc il y avait ma mère et moi. Mon père ne voulait pas quitter. Et arrivé à Beyrouth, parce que ma grand-mère maternelle était à Beyrouth, donc c'est comme ça qu'on ne s'est pas retrouvés dans un camp de réfugiés. On est arrivé chez ma grand-mère et là, j'ai fermé les yeux et je ne les ouvrais plus. Et ma mère est entrée dans une panique terrible en disant « cet enfant est devenu aveugle ». Et elle a commencé à faire le tour des hôpitaux à Beyrouth et il y avait un hôpital. D'ailleurs, l'hôpital allemand, l'hôpital Saint-Charles, parce que je l'ai connu après l'hôpital, où un médecin lui a dit « mais c'est rien, c'est madame, cet enfant a fermé les yeux parce qu'il a réagi à votre peur ». Et ma mère est tombée dans une culpabilité, la pauvre énorme, en disant il a senti ma panique, il a fermé les yeux et peut-être que je l'ai rendu aveugle. Mais en fait, il n'y avait rien de cela, puisqu'il y a eu la prescription d'un collyre. J'ai ouvert les yeux immédiatement. Mais jusqu'à la fin de sa vie, ma mère pensait que ce collyre était le meilleur médicament au monde, qu'on n'avait jamais inventé un médicament comme ça. Et que, bon, son fils... Bon, ce que je voulais juste rassurer mon ami, j'ai plus jamais fermé les yeux, n'ayez pas peur.
Et je passe au reste. C'est vrai que les deux puissances coloniales, hein, la française et la Grande-Bretagne, étaient très, très, très impliquées dans cette histoire. Vous ne le savez pas peut-être, mais il y a un hôtel, rue de la Paix, en face du café de la Paix, près de l'Opéra à Paris. C'est dans une chambre de cet hôtel que les deux ministres des Affaires étrangères de la France et de la Grande-Bretagne, avec une carte qui était devant eux, ont découpé le Proche-Orient pour dire ça sera français, ça sera anglais. La carte existe encore, vous pouvez la consulter dans les archives de Quai d'Orsay. Il y a un qui avait un crayon mine bleu, l'autre rouge, et chacun mettait ses choses, etc. Donc c'est une espèce de dépeçage de la région dans la foulée de la chute de l'Empire ottoman. On se partage ces provinces comme on partage un cadavre d'un empire qui n'existe plus. Ce qui est extrêmement intéressant à ce moment, c'est qu'ils ont une mission. Ces deux pays ont une mission par rapport à la Société des Nations, un peu l'ancêtre de l'ONU, qui leur dit, et c'est là c'est assez intéressant sur les populations autochtones, sont des populations mineures. Mineures, comme on dit de quelqu'un qui a 10 ans, qui n'a pas atteint sa majorité. Et l'ordre de mission dit, ces deux pays vont porter ces peuples jusqu'à leur majorité pour qu'ils puissent être en état de se juger et de se gouverner. Donc il y a cette question très paternaliste, très coloniale d'ailleurs. Et après, les deux colonisations vont suivre des chemins très très différents. Les Anglais, je laisse maintenant la colonisation française, sont très attachés à une chose. Tous les Palestiniens vous diront ils étaient complices, ils n'étaient pas complices des sionistes, ils n'étaient pas complices du mouvement national palestinien. Les Anglais voulaient rester jusqu'à la fin des temps maîtres du jeu. C'est-à-dire qu'il y a le canal de Suez, n'oubliez pas, qui est là, en bordure de la Palestine. Il y a le pétrole d'Irak, dont les raffineries à l'époque sont à Haïfa. Le pétrole d'Irak arrive à Haïfa, il n'arrive pas dans le Golfe, et ainsi de suite. Les Anglais veulent rester maîtres du jeu. Pour rester maîtres du jeu, il faut continuer à gérer une division en donnant parfois un coup là et parfois un coup là. Donc, c'est-à-dire, les Anglais, leur ambition fondamentale est de rester les arbitres de cette crise, ce qui expliquerait toute la permanence. Et n'oubliez pas, à l'époque où ces événements se passent, c'est le plus grand empire colonial. Il y a l'Inde, il y a l'Afrique, il y a l'Irak, c'est gigantesque. Et ils seront mis à la porte, en fait, eux, par les Américains. En 1948, la Grande-Bretagne quitte sans en avoir très envie, mais parce qu'ils sont exsangues, ils ne peuvent pas manger s'il n'y a pas les aides américaines après la Deuxième Guerre mondiale, et ils obéissent un peu au dictat. À partir de là, pendant toute cette période de l'émergence de l'État d'Israël, la Grande-Bretagne n'a plus d'autre moyen que de mettre parfois des bâtons dans les roues, mais de la vision américaine. Et ils sortent du jeu. C'est pour ça, d'ailleurs, je vous disais le miroir. Les États-Unis d'Amérique ont gagné leur indépendance dans une guerre contre qui? Contre les Anglais. Et il y a là encore une deuxième identification. Les deux pays, Israël et les États-Unis, sont devenus eux-mêmes quand ils se sont débarrassés d'une occupation anglaise. Dans les deux cas, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Je ferme cette parenthèse. Après, la bombe atomique israélienne est française. Elle a été fournie par un monsieur qui s'appelait François Mitterrand, qui était ministre, et un monsieur qui était très efficace en France, qui s'appelait Shimon Peres. Ça a été, les accords se sont passés dans la banlieue française, et la première technologie militaire nucléaire a été transmise par la France à l'État d'Israël. La bombe israélienne est française. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que, pour la question de l'avenir, nous sommes en présence quand même d'empires coloniaux qui se sont estompés. Il n'y a plus de poids colonial français. On peut maintenant dire tous les crimes qui ont été commis ou pas, mais il n'y a plus d'empire colonial. La Grande-Bretagne n'est plus une puissance coloniale. Par contre, il y a une puissance impériale qui est là, qui est celle qui est dans le miroir.
Et elle n'a pas de limite coloniale. Elle part d'une idée fondamentale et qu'on est en train de voir à l'œuvre que les Israéliens vont essayer de faire. À savoir, comme ces peuples présents doivent sortir de scène, le moment le plus important, c'est de dire, nous faisons table rase. Quand les Israéliens, dans 1948, les premiers, nient l'existence du peuple palestinien, ils le font au présent. Ils disent, il n'y a pas de Palestiniens. C'est pas il n'y a plus, il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura pas. On est dans la table rase, on efface, on fait le vide. C'est exactement comme ça que les États-Unis sont nés. Donc on est dans ces conjonctures aujourd'hui, mais encore une fois, on peut tout à fait étudier les mécanismes, raconter l'histoire, mais il faut que ça marche. Et ce n'est pas sûr du tout que ça marche. Par contre, ce qui est sûr, encore une fois, je ne veux pas vous déprimer, on va le payer très cher. On va payer très cher l'échec américain et israélien. On va, juste une remarque avant de repasser la parole à la salle. Quand tu parlais d'esprit colonial, je crois que c'est très important de se rappeler qu'à cette époque-là, le droit international était imprégné de l'esprit colonial. Et quand tu évoques le pacte de la SDN, de la Société des Nations, il y a un article 22 que tu as évoqué, et je vais vous donner le texte exact de l'article 22, qui est donc le fondement des mandats. Oui. Et cet article 22 dit « Ce sont des peuples non encore capables de se gouverner eux-mêmes ». Ce sont les termes eux-mêmes. Et donc, il faut que les puissances occidentales assument le chemin pour ces peuples avec cette phrase « Elles ont une mission sacrée de civilisation ». Et ces formules, une mission sacrée de civilisation, pour des peuples qui ne sont pas encore capables, ça résume tout. Et si je parle de ça, c'est parce qu'à cette époque, il y avait aussi, dans le droit international, la possibilité de faire des échanges de populations, par exemple entre la Turquie et la Grèce. Donc c'était normal. Eh bien, tout a été balayé, heureusement, avec le nouvel ordre international en 1945. Et ce que je crains, c'est qu'aujourd'hui, ça soit une sorte de retour en arrière et qu'on brise, on casse, on disloque le système tel qu'il a été installé dans les années 40, après la Seconde Guerre mondiale, pour revenir à certains principes qui remontent au début du XXe, voire au XIXe. Et ça, c'est extrêmement préoccupant si on laissait les choses se faire. Je referme ma parenthèse, pardonnez-moi, et je redonne la parole à la salle pour deux ou trois questions, et après on terminera, je pense. Je vais commencer par m'introduire. Je m'appelle Jules, je suis étudiant en deuxième année en sciences politiques, et j'ai commencé ma période étudiante un mois avant le 7 octobre. Et donc toute ma période en tant qu'étudiant a été vraiment marquée par ce conflit. J'ai vu beaucoup de mobilisations étudiantes pour la cause palestinienne. J'ai vu beaucoup d'images choquantes aussi dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis, aux Pays-Bas notamment, des répressions contre des mouvements étudiants souvent pacifistes pour la cause palestinienne. Et j'ai aussi vu beaucoup dans les médias qu'il avait cette notion d'une minorité étudiante qui serait extrême, qui serait militante, que ça serait juste une minorité étudiante concernée, mais de mon vécu, c'est une majorité des étudiants. C'est déjà une conférence, poser une question, qu'on puisse vous répondre. Oui, désolé, je vais vous... Maintenant, faites la traduction en anglais, comme ça. Pardon, passe. Désolé. Non, allez-y, terminez rapidement la question. Pour terminer, j'avais deux questions sur ce thème. C'est dans quelle mesure vous voyez l'importance de ces mouvements étudiants, et si vous vous adressez aux étudiants, que avez-vous à dire aux étudiants d'aujourd'hui? Merci. On prend encore une ou deux questions, et après, il y en a une au fond. Moi, je sais pas si on peut... Évidemment, ceux des premiers rangs sont privilégiés, je suis désolé. Une question pour les deux intervenants. Compte tenu de la rapidité et de l'importance de la colonisation israélienne telle qu'on la connaît aujourd'hui, notamment en Judée-Samarie, puisque c'est comme ça qu'ils l'appellent dans les médias israéliens au lieu de dire la Cisjordanie, est-ce que vous imaginez qu'il pourrait être possible un jour
la création de 2 États, ou alors est-ce qu'on pourrait rêver et imaginer un seul État, puisque vous le disiez au début de cette conférence, vous êtes tout à fait capable de vivre ensemble. Et donc, est-ce que c'est utopique ou est-ce que c'est encore possible pour les Israéliens comme pour les Palestiniens? Okay, yeah, thank you. First of all, I think the student movement was very important in focusing the solidarity movement not only in showing compassion and awareness of what goes on in Gaza, but also showing the way to possible actions which the governments refuse to take. Because most of the student movements demanded from their own institutions to divest from Israel and to join the boycott, divestment, and sanction movement, the BDS movement. That was a very important model where solidarity is not only a show of compassion and caring, but also offers some practical actions to try and put pressure when it's very clear that the political elites are unwilling to do it. And also in history, we know that students quite often were a very important element in revolutionizing the way political system behaved and acted, whether on domestic or foreign issues. So that's the answer to the first question, Barbara. As for the second question, I think the two-state solution is already dead for a while now. I don't think it just happened now. For quite a few years, it is clear that it's not a practical solution. It is also clear that it is not going to be accepted by Israel as a genuine solution. We have a one-state solution, but it is ruled by an apartheid regime that now commits genocide in Gaza, ethnic cleansing in the West Bank, and also increased its discrimination and oppression towards the Palestinian citizens of Israel. So we should talk not about one state or two states, we should talk about a change of regime. We would like to see a regime based on equality, on liberation, on decolonization. Such a regime can only be built within a one-state solution. It's not something that is easy to build, undoubtedly, after so many years of bloodshed and so on. But it's the only way forward that would ensure, especially for the Palestinian people, that after 120 years, they would finally have the beginning of a period in which they would enjoy normal and natural life, something that was denied from them in the last 120 years. Voilà, merci. Je passe la parole à Alors, Elias très- pour conclure aussi. Très rapidement, et j'enchaîne, je suis tout à fait d'accord avec ce que Ilan vient de dire pour les deux questions. Il y a un élément dans le mouvement de la jeunesse aujourd'hui qui est capital. Pas simplement parce que c'est des mouvements qui bougent, pas simplement parce qu'ils se battent, pas parce qu'ils prennent pied dans les universités, partout où ils peuvent. Tout cela est fondamental. Mais les jeunes, à mon avis, qu'ils le conçoivent de façon vraiment maîtrisée ou pas, ce n'est pas important, sentent clairement ou confusément que ce qui est en train de se jouer au niveau de ce conflit, ça n'est pas seulement la Palestine et Israël, c'est leur futur. Ce qui est en train de se jouer à travers ce qui se passe sur le terrain israélien et palestinien, c'est la disparition définitive du droit, c'est l'imposition du rapport de force éternel, c'est une forme de fascisation au niveau international. Et là, ça n'est pas seulement la solidarité avec la Palestine ou avec les camps israéliens de la paix. C'est la solidarité avec toutes les générations de leur âge
qui doivent voir, et ils le voient à mon avis, même s'ils ne peuvent pas le formuler, ils doivent le sentir. Leur avenir est en jeu. Ce n'est pas seulement le conflit israélo-arabe, c'est l'avenir. Et cette jeunesse, c'est elle l'avenir. Nous, qu'on le veuille ou non, notre avenir est derrière nous. Hein. L'avenir est devant vous, pas nous. Et c'est ce qui est en train de se jouer. Pour la question des deux États, juste une distinction, madame. Le fait de vivre ensemble ne tient pas une formule constitutionnelle. Ce n'est pas parce qu'il y a deux États ou un seul qu'on peut dire ils vivent ou ils ne vivent pas ensemble. La question de vivre ensemble est une question qui dépasse les formes, qui est la question de la réconciliation. Et elle peut se jouer et avec deux États ou avec un seul État ou sans les... C'est autre chose. Pour arriver maintenant à la question que vous posez, je suis tout à fait d'accord et on ne va pas perdre de temps à redévelopper. La formule des deux États pour lesquels nous nous sommes battus est morte. Elle est morte pas parce qu'elle était mauvaise, elle est morte parce qu'elle a été tuée par le gouvernement israélien systématiquement et qu'on ne peut plus l'appliquer. Elle est morte parce qu'elle est impraticable. Il reste un vide. Ilan a dit, il y a un État maintenant qui dit, je suis un seul État, mais c'est un État terrifiant, celui qui... C'est pas une solution. C'est un projet des colons, le seul État. Donc, quand je dis un seul État, je ne vais pas parler de ça. Pour le moment, il n'y a pas sur la table ces deux États. Il n'y a pas cette deuxième possibilité. C'est la seule possibilité de survie, mais elle n'est pas sur la table. Donc, on peut dire, voilà ce que j'espère, mais commencer à vous faire des théories sur le fait qu'il y a un seul État qui va se faire, ça serait, d'une part, vous mentir, et d'autre part, se moquer de vous. Nous sommes dans une période ouverte sur tous les dangers et toutes les inquiétudes. Donc la question d'un seul État, c'est-à-dire un État d'égalité, est l'enjeu et le défi qui est posé à certains d'entre nous. Peut-être qu'on échouera, je ne sais pas. Mais c'est ouvert. Et puis juste une dernière chose, toutes les discussions, tous les débats se terminent par une demande faite à l'invité de dire l'avenir. C'est vrai qu'on vient de Palestine et de la Terre Sainte, mais ça suffit de nous demander des prophéties. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes engagés dans l'action, que nous avons nos principes et qu'après, c'est un défi. Donc, avec des risques. Nous sommes dans une période extrêmement risquée. Ce qui veut dire non pas rentrer désespéré, mais penser à nous appuyer et à vous battre. Pas seulement pour nous, parce que le monde qui est en train d'être installé est un désastre pour tous. Pas seulement pour la Palestine ou pour les Israéliens. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Ilan Pappé aussi. Merci à Ilan. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you to all of you. Thank you.